En gros, se dire tous ensemble que globalement, l'essentiel, c'est d'avoir les idées et puis qu'après, ça va bien se passer. Et en fait, partir sur une idée, bah, on a plusieurs problèmes qui surgissent. Celui de se dire, bon, bah, en fait, si ce n'était pas la bonne idée, bah, c'est la fin du projet. Se dire que, bon, bah, en fait, si on est parti sur la première idée qu'on a eue et qu'on a fait fausse route, bah, on va devoir revenir au début. Et les travaux en Sciences Co et en organisation, en sociaux, montrent aussi que plus on a investi d'efforts dans une idée donnée, dans une voie donnée, plus c'est difficile de faire demi-tour. Donc, en plus, c'est un petit peu vicieux. On s'est dit aussi la dernière fois que à force de tout le temps attendre la bonne idée, on finit par jamais se lancer ou se lancer trop tard et se faire doubler. Donc, face à ça, on a, on disait la dernière fois avec Colette que il y a un écart entre l'imaginaire collectif de cette épiphanie, cette apparition magique de l'idée et la réalité qui est qu'en fait, on a besoin de bosser pas mal pour arriver à avoir une idée ou pour arriver à avoir des idées ou un faisceau d'idées correctement pensées, correctement organisées pour que ça fonctionne en innovation, en particulier quand on veut aller chercher de la rupture, de la transformation. Donc, ce mythe de l'idée, comment ça se matérialise dans les entreprises? En général, quand une entreprise cherche à concevoir le futur de son produit, de son service, ou même plus globalement de l'entreprise, se renouveler en profondeur, on se retrouve souvent à regarder l'état des lieux en se disant, bah, au final, on a une vision du futur d'entreprise qui est souvent limitée à faire plus et mieux ce qu'on fait déjà. Donc, nous, ça nous donne la sensation de passer à côté des futures grandes ruptures, des futurs grands tournants de l'industrie, et ça le donne parfois aux équipes innovation ou aux équipes de direction. Concrètement, si on prend des exemples, hein, quand on a démarré les travaux sur CK et sur les méthodologies d'innovation, la thèse de Frédéric, mon associé, avait lieu chez Turbomeca, une filiale de Safran. Chez Turbo, quand on a démarré, les verbatims du PDG à l'époque, c'était de dire, bon, moi, j'ai l'impression que là, on n'est pas en train de faire les choses qui nous permettent de repenser en profondeur notre métier. Je ne veux pas qu'on soit le General Motors de l'aéronautique. On fait des turbines d'hélicoptères. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me garantir que dans 30 ans, on sera toujours là? Et sinon, qu'est-ce qu'on va faire? C'est ce genre de sensation on est en train de passer à côté des grandes ruptures ou des grands tournants de l'industrie. Alors, comment on y répond? Souvent, on voit des réponses du type brainstorming, séminaire collectif, etc. Mais c'est souvent difficile de ressortir de ces trucs-là en ayant l'impression qu'on a couvert le sujet, qu'on n'a pas laissé de trous et qu'on a vraiment adressé des sujets qui sont parfois extrêmement complexes. C'est quoi le futur de la propulsion aéronautique? C'est quoi le futur des turbines à gaz? C'est quand même un petit peu compliqué et ce n'est pas en mettant 5 personnes autour d'une table qu'on va nécessairement arriver à avoir bouclé le sujet. Et donc, du coup, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne une véritable difficulté à trouver de nouveaux relais de croissance ou d'imaginer de nouvelles activités suffisamment nouvelles, différenciantes, transformantes. Donc, comment on répond à ça et qu'est-ce qu'on regarde? La dernière fois, pour ceux qui étaient là la fois précédente, je parlais de la machine à innover. En gros, se dire finalement, c'est quoi les grandes choses qu'il faut arriver à mettre au carré si on veut que la fonction innovation tourne bien dans une entreprise. La dernière fois, on parlait beaucoup de la stratégie en disant il faut qu'on soit aligné sur les ambitions, sur qu'est-ce qu'on cherche à faire, etc. Et là, aujourd'hui, du coup, sur cette question de comment on dépasse la première idée venue, on va beaucoup parler de ce que nous, on appelle l'exploration, la phase la plus amont d'un pipe d'innovation qui vise à générer des pistes et générer des pistes de manière contrôlée, structurée, robuste, pour être sûr qu'on n'a pas raté des idées en rupture et des idées très transformantes. Donc, on va voir deux choses, comment on peut explorer et cartographier le champ des possibles et comment on peut découvrir, comprendre des domaines dans lesquels on n'a aucune connaissance au départ pour avoir plus d'idées, des idées de meilleure qualité. Donc, la clé dont on va discuter aujourd'hui, c'est comment on fait pour explorer avant de se lancer, plutôt que de se lancer sur la première piste qui vient, et du coup avoir probablement raté les pistes les plus importantes, les plus forts, plus fort potentiel ou les plus transformantes. La dernière fois, on vous parlait de deux méthodes que nous on appelle CK Design, CK Explore, en tout cas deux offres, deux façons de travailler qui mobilisent la méthode CK pour structurer des phases d'exploration. La nuance entre les deux, elle est assez simple, c'est que si on regarde une logique d'action sur l'innovation, une fois qu'on est à peu près clair sur ce qu'on cherche à faire, quelles sont
les choses qu'on a en portefeuille, quelles sont les intentions d'innovation qu'on a, alors on peut se dire deux choses. On peut se dire, bon, ben, soit j'ai déjà suffisamment d'idées qui me semblent être les bonnes et j'ai déjà suffisamment de solutions incarnées qui me semblent avoir un bon potentiel. Enfin, j'ai déjà des thèmes sur lesquels je veux bosser et j'ai besoin de plutôt affiner des solutions. Et donc, du coup, on va faire ce que nous, on appelle CK Design, passer d'une thématique d'innovation à une série de solutions et avoir bien exploré l'ensemble des solutions possibles. Si on est encore plus en amont et qu'on est en train de se dire c'est quoi le futur de la propulsion aéronautique, finalement, on n'a même pas les thèmes d'innovation et donc on va remonter un cran plus haut, ce que nous on appelle CK Explore, avec pour objectif de générer non pas des pistes de solutions, mais de commencer par générer déjà des terrains de jeu, des espèces de playground, des zones d'innovation, des espaces d'innovation dans lesquels on pourrait aller jouer. Et une fois qu'on a ça, on va pouvoir descendre au niveau de la solution. Et la suite, après, c'est d'accélérer ces solutions, mais ce n'est pas le schéma dont on va parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de ces deux phases-là, CK Explore, CK Design, qui sont nos deux approches, nos deux méthodes pour aller explorer. Pour rentrer là-dedans, je vous aurais bien fait l'intro sur le Red Bull Egg Gravity Challenge. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà vu ça avec nous? Est-ce que tout le monde est familier de ce truc ou est-ce que c'est nouveau pour vous? Est-ce que vous avez déjà vu le challenge de l'œuf avec Steam d'une manière ou d'une autre? Vous pouvez me répondre soit dans le chat, soit en parlant, soit en mettant votre vidéo. Non, ok, c'est nouveau. Ok, connais pas. Super. Bon, très bien. Donc on y va. Donc la situation est simple, hein. C'est une situation de conception. On va chercher à avoir des idées ensemble et du coup, je vais vous plonger dans un cas très concret. Le Gravity Challenge, c'est assez simple. On vous met en haut d'une plateforme à 10 mètres de haut, on vous donne un œuf de poule et on vous demande de penser à des manières, des solutions, des approches qui pourraient faire en sorte que cet œuf de poule, quand on lâche de 10 mètres de haut, il arrive en bas en bon état. Le brief est assez simple. Je vous laisse 10 secondes là, de votre côté là, pour, dans vos têtes, réfléchir aux premières solutions qui viennent et puis on va rentrer ensuite dans l'exercice à proprement parler. Ok, bon, je suppose que vous en avez eu. En général, les premières viennent assez vite. Et de toute façon, ce qui nous intéresse, c'est plutôt de discuter de comment on va traiter ça. Bon, en général, quand on fait l'exercice, là, on va le faire très rapidement ensemble. Quand on fait l'exercice, les gens nous renvoient des solutions qui sont soit des dispositifs inertes qui sont là pour absorber le choc, qui sont attachés à l'œuf. Typiquement, le papier bulle, on l'enroule dans des pailles, on enveloppe ça dans du papier, etc. On le met dans un carton plein de mousse, etc. Ou alors, placé au sol, la piscine, le trampoline, le matelas et compagnie. Ça, c'est la première catégorie de solutions qui sort. La deuxième catégorie de solutions qui sort, c'est tous les dispositifs qui ont pour vocation de ralentir la chute. Et on voit le parapluie, on voit les ballons gonflés à l'hélium, on voit ceux qui essaient de faire de l'autorotation avec des hélices, on voit même les solutions un peu plus safe du type toboggan, slider, etc. Et tout ça, quand on fait la statistique, quels que soient les groupes qu'on prend, quelles que soient les populations qu'on a, ces travaux de recherche qui ont montré ça sur des échantillons très significatifs, on a grosso modo 80% des solutions qui tombent dans ces deux cases-là. Quand on est industriel et qu'on cherche à faire de l'innovation, le but, c'est de créer du nouveau et si possible de créer du nouveau qui ne soit pas exactement le même nouveau que ce que tout le monde va faire par ailleurs. Donc du coup, on va essayer de comprendre pourquoi naturellement nos cerveaux, nos façons de travailler, nos logiques nous amènent en général à recréer la même chose que tout le monde et qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner ça. Alors, le premier obstacle à créer du nouveau, c'est qu'en général, quand on regarde, c'est ce qu'on appelle les effets de fixation. Les effets de fixation, c'est assez simple, c'est qu'en général, on se retrouve à générer des solutions et des idées qui vont être coincées dans une seule et même catégorie. Donc là, si on reprend les formulations qu'on a en haut, un dispositif inerte pour absorber le choc, un dispositif inerte pour ralentir la chute, on voit apparaître le fait que des deux côtés, on avait un dispositif qui était inerte. Ce qui nous permet de se poser la question de et si on utilisait autre chose qu'un dispositif inerte? Et une fois qu'on a posé cette question, on a plein d'idées qui viennent, dont certaines que vous aviez déjà évoquées dans le chat, là, Emmanuel ou Pierre, que tu sautes avec l'œuf ou que tu attendes que le poussin grandisse. On est dans des logiques où on va basculer sur des dispositifs vivants
typiquement. Donc on saute avec l'œuf, ou alors moins risqué pour soi, on se met en bas et on rattrape l'œuf. Ce n'était pas complètement interdit par le brief. Ou alors on jette la poule, ou alors on va dresser un animal pour attraper l'œuf et le descendre en bas. Et si on se dit qu'on veut un dispositif inerte mais qui n'est pas forcément vivant, ben ça pourrait être un dispositif inerte actif et on va rentrer dans des solutions relativement safe. L'ascenseur, c'est plutôt sécurisé pour descendre l'œuf. Le drone, ça marche pas mal. La canne à pêche, on accroche le truc, ça marche très bien aussi. Et c'est un petit peu moins loufoque, un petit peu moins risqué que les premières solutions qu'on avait générées. Alors même qu'on n'avait pas de brief qui nous orientait dans ça. Et puis même les solutions un peu loufoques du type prendre un oiseau et le dresser pour qu'il descende notre œuf, quand on regarde et qu'on va creuser un petit peu pour voir si ça tient la route, on se rend compte que oui, il y a des gens qui dressent des faucons pour attraper des drones sur des aéroports. Donc s'ils arrivent à attraper des drones, ils ont une bonne chance d'attraper un objet un peu plus simple, non mouvant, plutôt calme comme un œuf. Bon, etc. Donc du coup, en fait, même les solutions les plus farfelues peuvent prendre du sens une fois qu'on va creuser un petit peu. Ça, c'est le premier effet de fixation. C'est le fait d'être naturellement coincé dans une catégorie de solutions et d'avoir du mal à en sortir. Et une fois qu'on la voit, une fois qu'on l'explicite, une fois qu'on la nomme, une fois qu'on la trace, on est beaucoup plus capable d'en sortir. Deuxième obstacle à la conception, qui est un peu plus vicieux, c'est que cet exercice, quand on fait la statistique, les gens émettent des solutions à peu près autant dans la catégorie de gauche que dans la catégorie de droite. Sauf quand on prend des enfants. Quand on prend des enfants, avant 8 ans, l'essentiel des solutions sont générées dans la catégorie d'absorption du choc, avec très peu de solutions qui sont générées dans le ralentissement de la chute. Et quand on cherche à comprendre pourquoi, on se rend compte qu'en fait, c'est une dépendance à leur base de connaissances. Ils connaissent très bien l'absorption des chocs, empiriquement, ils n'ont pas forcément la théorie physique qui va derrière, mais ils savent que quand ils sautent sur le canapé, même s'ils se font engueuler, ils se font moins mal que quand ils tombent à pieds joints sur le goudron. Et donc, du coup, ils savent que quand c'est mou, ça absorbe le choc et l'œuf, il va moins se casser si on fait ça. Par contre, empiriquement comme théoriquement, avant 8 ans, les lois de la gravité, le lien entre l'accélération, la vitesse et l'impact ne sont pas aussi clairs pour eux, parce qu'ils n'ont pas encore expérimenté, ils n'ont pas encore été jetés par la fenêtre suffisamment souvent pour voir ce qui se passe. Et donc, du coup, on a un gros déséquilibre et toutes les solutions qu'ils génèrent sont générées dans la zone où ils ont la base de connaissances pour arriver à les penser et les imaginer. Dans l'autre sens, si on prend à la table un chimiste et qu'on l'amène dans la discussion avec nous, notre chimiste, il va nous expliquer qu'en fonction de ce qu'on fait sur l'œuf, ses propriétés moléculaires vont se transformer un petit peu et du coup, quand on le chauffe, il va changer de structure et que si on creuse un petit peu plus loin, pour obtenir une dureté suffisante pour être lâché de un peu haut, il ne faut pas le cuire parce que ça ne suffirait pas. Il ne faut pas le congeler parce que ça ne marcherait pas. Mais par contre, si on le cuit puis qu'on le congèle, alors on obtient une structure qui est suffisamment dure pour résister à des chocs, probablement des chocs de quelques mètres de hauteur. Voilà. Du coup, c'est simplement pour montrer que l'exemple de l'enfant où il n'avait pas les connaissances pour regarder des catégories, regarder certains types de solutions, ça marche aussi dans l'autre sens. Quand on nous apporte des connaissances nouvelles, on voit apparaître le fait que en fait, on avait une autre fixation dans notre raisonnement qui était celle d'utiliser un dispositif. Et on pourrait très bien utiliser aucun dispositif et cuire et congeler notre œuf pour faire en sorte que intrinsèquement, l'œuf devienne robuste à la chute. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que le deuxième piège dans la conception de solutions innovantes, c'est d'être limité par notre base de connaissances. Et du coup, qu'on va devoir aller enrichir, élargir cette base de connaissances si on veut aller plus loin. Tout ça, c'est ce que nous raconte en gros la théorie CK, qui dit que pour comprendre des activités de conception, on a besoin de modéliser et analyser ce qui se passe dans deux espaces, l'espace des concepts, qui est là où on a les idées, et le deuxième espace, qui est l'espace des connaissances, où on va plutôt aller chercher des briques de connaissances qui vont nous permettre de nourrir le raisonnement. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand on bosse sur les Gravity Challenge, on peut se retrouver à modéliser l'ensemble du raisonnement de conception en se disant que par défaut, on avait plutôt pensé des solutions faites avec un dispositif inerte pour absorber le choc ou ralentir la chute, et on peut représenter ça comme un arbre de caractéristiques qui est sur la gauche. Et en regard, on a un espace des connaissances qui nous a permis de penser à ces solutions-là, qui est on a des connaissances sur l'absorption des chocs, les adultes ont des connaissances sur les lois de la gravité, on a une série de solutions qu'on a vues passer dans notre vie qui nous alimentent pour penser à ces solutions-là. Et ça absorbe ce que nous, on appelle l'identité de l'objet, le dominant design, les solutions les plus traditionnelles.
Le but, ça va être de s'en éloigner, et pour ça, on a deux mécanismes. Un premier mécanisme qui est de se dire « Ah tiens, et si je faisais autrement que de l'inerte, par exemple ?» Et donc, on voit apparaître naturellement le vivant, et ça peut nous amener à aller chercher des connaissances sur les oiseaux, les machins, où on voit apparaître l'actif, et ça va nous amener à aller chercher des connaissances sur les drones, par exemple. Et on voit le mécanisme inverse, c'est que quand on invite un chimiste à la table, ben, ça va nous donner des idées qui vont ouvrir de nouvelles catégories. Notre enjeu dans ces phases de génération et d'exploration, c'est d'avoir un cadre de raisonnement, une méthode qui va nous permettre d'identifier les connaissances et d'identifier les zones de fixation pour en sortir efficacement, et d'aller chercher les bonnes connaissances, d'apporter aux bons experts pour qu'on ait l'exploration la plus exhaustive et la plus complète possible. Et donc ces cas, ça nous permet de faire ça, d'identifier ces fixations, d'identifier nos dépendances à nos connaissances, et d'aller défixer en transformant volontairement, activement l'identité des objets qu'on a travaillés jusqu'à maintenant pour aller chercher des zones non évidentes, et d'aller chercher des bases de connaissances qui sont au-delà de nos bases de connaissances historiques, et qui est un mécanisme qui est à l'inverse de ce qu'une entreprise établie est en train de faire d'habitude, c'est utiliser à 100% ses assets existants et éviter de partir dans des zones à risque où on n'aurait pas de connaissances suffisantes pour valider les projets, etc. Là, en exploration, on a besoin de faire l'inverse, d'aller dans des zones où on ne connaît pas, d'aller chercher des connaissances pour enrichir l'espace des possibles. Et donc, une exploration CK, ça va donner des arbres qui vont nous donner soit des arbres de terrain de jeu, de playground, de zones d'innovation, soit des arbres de solutions qui peuvent être comme celui que je vous présente là. Là, c'est un peu flou, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur. C'est le document qu'on pourra vous envoyer. Ça peut être des arbres de plusieurs dizaines de niveaux qui permettent de voir les zones dans lesquelles on est allé. Une fois qu'on a ces arbres, on va pouvoir faire plein de choses dessus. Ça va nous permettre d'élaborer des stratégies d'innovation, se dire on veut aller là plutôt que là. Ça va nous permettre de le faire sur des produits aussi complexes, aussi systémiques soient-ils. Et puis d'avoir un processus assez systématique pour structurer ces arbres, voir qu'il n'y a pas de trous, et faire apparaître non seulement les choses qu'on connaissait, mais aussi toutes les choses qu'on ne connaissait pas et qu'on n'avait pas regardées. Et du coup, ça va nous permettre d'avoir d'emblée une série de pistes, une série d'idées sur lesquelles on va pouvoir aller travailler, qui sont plus larges, plus complètes que ce qu'on aurait eu au départ si on était parti bien en tête. Ça va pour l'instant? Alors, CK versus DT ou CK plus DT, très bien. On va y venir juste après. Je répondrai à cette question-là à la fin. DT Design Thinking pour tout le monde, question d'Emmanuel. Vous êtes toujours en vie? Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. J'ai pas de petits mots dans le chat. Je suppose que oui. Merci. Yes, Emmanuel, très clair. Ok, super. Bon, du coup, on enchaîne. Si vous avez des questions, vous activez votre micro, vous parlez ou vous les posez. Là, j'ai noté la question d'Emmanuel sur CK versus Design Thinking. Je la réponds après. Ok, donc si on regarde un déroulé concret, concrètement, qu'est-ce qu'on fait en entreprise une fois qu'on a ces éléments-là? Bon, ben, on va essayer de dérouler un projet qui typiquement va durer grosso modo 3 mois et qui peut être simplement focalisé sur CK Explore, donc la partie génération des grands terrains de jeu, des grandes pistes d'innovation, ou qui peut inclure la partie d'après, qui est CK Design, atterrir aux solutions. Ce que je vous présente là, c'est le programme complet qui va enchaîner les deux parties, et les deux sont relativement séparables si on le souhaite. Donc du coup, ça se passe pour nous en 3 grands temps. Le premier grand temps, c'est faire une première cartographie de ce que vous avez exploré jusqu'à maintenant, de toutes les idées que vous avez, des fixations que vous avez, des zones dans lesquelles vous avez l'habitude de travailler, vous, votre industrie, vos concurrents, les gens qui bossent avec vous, mais ce que vous avez déjà en tête. Ça, c'est le step 1. Ce step 1, il nous permet d'avoir une base pour aller faire ce que nous, on appelle la partie génération. Donc, on part des idées classiques, et une fois qu'on a les idées classiques, on a toute la matière pour être capable de mieux s'en éloigner, mieux comprendre quel type de connaissances pourrait nous apporter des idées nouvelles. Et donc, au lieu de faire un brainstorming en se disant, bah, si on met des gens avec des backgrounds diversifiés, ça va faire le taf, là, on se dit, j'ai besoin de connaissances dans tel domaine, tel domaine, tel domaine, pour arriver à avoir environnement bruyant. Chez moi, vous entendez du bruit là? Voilà. Je vais regarder pourquoi. Hop. Pourquoi vous entendez du bruit? C'est bizarre. Bon, vous me dites si vous ne m'entendez pas bien, vous me le dites. Ok. Donc, ouais, du coup, deuxième partie, générer pour mieux s'écarter de
des idées traditionnelles et des fixations qu'on aurait. Donc, c'est la phase dans laquelle on va aller chercher des connaissances nouvelles, on va aller générer des pistes d'innovation nouvelles, etc. Et la phase 3, c'est plutôt une phase d'atterrissage et de plan d'action dans laquelle, si euh, on va atterrir vers des solutions et on va aller regarder dans chacune de ces solutions quel serait un plan d'action concret pour commencer à avancer dessus, les détailler, etc. Et la phase d'après, du coup, ce qu'on appelle Setup and Learning Programme, c'est la bascule vers un plan d'action plus opérationnel pour évaluer l'intérêt des solutions, les faire avancer, les faire progresser. Si je zoome un tout petit peu dans ce qu'on fait sur la partie Map et Generate, qui est à mon avis la plus intéressante à avoir en tête, ouais, typiquement, ça va être une structuration avec 3 niveaux de travail. Des workshops de travail avec une équipe assez large. On va prendre tous les experts de votre domaine. À l'inverse de ce qu'on ferait dans une démarche d'innovation traditionnelle où on va dire on veut des néophytes, là on va faire l'inverse. On va prendre tous les sachants, les gens qui connaissent le business model de la boîte, les fonctionnements techniques, technologiques, tous les process, le pourquoi on fait ça, les clients, les attentes du marché, etc., etc. On va rassembler tous les gens qui ont l'expertise sur le sujet et on va les utiliser pour nous donner toutes les fixations, toutes les idées reçues, stabilisées, etc., sur comment vous faites, qu'est-ce que vous faites jusqu'à maintenant. Et on va le faire sur toutes les dimensions de l'objet. On va parler de la valeur qu'il apporte à qui, des cas d'usage, des situations d'utilisation, du business model, du détail de la partie technique, de comment ça fonctionne, quels sont les composants, etc. Aussi complexe soit votre objet, on va aborder toutes les dimensions. Et ça va nous donner la première cartographie. Et pour bosser là-dessus, on a besoin d'une équipe projet avec qui on est en travail rapproché pour identifier qui sont les bons experts, qui on inclut dans la démarche, comment on fait le truc, pour corriger les mots, le vocabulaire que nous, on va utiliser dans les modélisations, etc. Et puis, de temps en temps, on va passer devant un espèce de steering committee, un point de passage qui va nous dire OK, nous, direction générale, on est intéressé par telle branche, par telle autre. On va pouvoir discuter de à quel point c'est des fixations, à quel point c'est des idées reçues, à quel point ils ont raison ou pas, mais en tout cas, se mettre d'accord sur les choses qu'on va aller creuser. Et donc, du coup, on a des séries de workshops qui vont s'étaler sur grosso modo 3-4 mois si on va jusqu'à la phase de lancement de la phase d'après, et qui vont nous prendre sur voilà, vous voyez, à la grosse 4 à 5 jours de travail pour les experts qui vont être mobilisés, qui vont nous permettre de ressortir avec une cartographie complète de ce qu'on peut faire. Pour aller plus dans le détail, la phase de mapping, du coup, ça va être concrètement collecter dans un premier workshop toutes les connaissances qui vont nous permettre de structurer une première cartographie, toutes les idées, tous les projets que vous avez déjà en tête. Et avec ça, nous, on va réaliser une première cartographie qu'on va vous mettre dans les mains. Et puis la phase d'après, et on va travailler sur cette cartographie à générer des concepts en rupture, à identifier des espaces de connaissances nouveaux. Et pour chacun de ces espaces de connaissances nouveaux et ces concepts en rupture qu'on pourrait avoir identifiés, on va vous amener des expertises nouvelles dans la maison, en allant chercher des experts de l'extérieur, des gens d'autres domaines qui vont pouvoir nourrir la réflexion. Et on va vous forcer à bosser, y compris sur des espaces qui, a priori, ne semblaient ne pas avoir de sens jusqu'à maintenant ou n'étaient pas du tout dans le scope de ce que vous aviez regardé. Et du coup, petit à petit, on va faire maturer les solutions pour arriver à quelque chose qui nous donne un portefeuille de pistes d'innovation qui ont de l'intérêt pour vous. Les bénéfices de ça, c'est quoi? Bon, c'est assez simple. En fait, ça permet de rationaliser vachement les décisions d'investissement parce qu'on a une exploration qui est beaucoup plus complète et donc on réduit beaucoup le risque de passer à côté de choses ou de partir dans une direction qui était une direction sous-optimale. On réduit aussi le risque de tuer la bonne potentielle innovation trop tôt parce qu'en fait, en ayant cette conscience qu'il y a plein de pistes et que pour l'instant, on n'a pas forcément le socle de connaissances pour les évaluer et qu'on va devoir en débattre pour un petit moment avant de prendre des décisions majeures de go, no go, on évite des décisions à l'emporte-pièce et on éduque des codires à postponer, à reporter les décisions quand on n'a pas un socle de connaissances suffisamment robuste. On divise pas mal le coût de l'innovation amont parce qu'on se retrouve à avoir une vue d'emblée de toutes les pistes et donc on évite des allers-retours, d'être parti dans une branche et puis revenir, et puis parti dans une autre et puis revenir, avec toute la complexité qu'apporte le fait d'avoir déjà commencé à engager des ressources dans une branche pour faire marche arrière. Et du coup, on augmente les chances de succès des projets d'innovation en faisant en sorte que dès le début
du projet, on est une équipe assez large dans la maison qui sont impliqués pour faire avancer le sujet. Vous allez me dire, bon, bah, c'est bien, mais en fait, du coup, on fait quand même un truc assez lourd avec beaucoup de monde, avec beaucoup d'équipes, en impliquant pas mal de monde autour de la table. Est-ce que c'est bien nécessaire? À notre sens, c'est des choses qu'on peut faire en chambre, mais quand on regarde ce qui se fait dans les démarches de conception, les démarches de génération classiques, on voit deux phénomènes traditionnels. On a soit ce qu'on va appeler les séminaires participatifs. Donc, on pourrait mettre dedans les brainstorming, les sessions de créativité, les petits travails en groupe ensemble pendant quelques jours pour générer quelque chose. Ces séminaires participatifs, ils génèrent des idées, les petits points verts que vous voyez. Le deuxième type d'approche, ça va être ce qu'on appelle les commandos créatifs, les équipes commandos. Donc, on va sortir une équipe de la boîte pour une durée donnée, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois, pour prendre et faire maturer, penser et faire maturer un projet probablement un petit peu en rupture. Dans les deux cas, en fait, on a un trade-off qui s'opère entre l'originalité des idées et la fédération, l'acceptation, l'adhésion dans l'entreprise. Si on regarde sur ces deux axes, ce qui se passe, c'est que au moment de la réintégration dans l'entreprise, donc soit après le brainstorming, au moment où on sélectionne les idées, où on se dit sur quoi on part, soit à la fin de notre équipe commando de 3 mois, en général, on a des phénomènes de fixation et des phénomènes d'isolation qui entrent en jeu et qui font en sorte que les idées qu'on va garder sont plutôt celles qui sont soit assez originales, mais on a un problème parce qu'elles sont très isolées du reste de l'entreprise et c'est ce que tendent à donner les commandos créatifs, les équipes isolées, soit elles sont bien fédérées, bien acceptées dans la boîte, mais elles se retrouvent à avoir été massivement fixées parce que pour créer cette fédération, pour que tout le monde soit aligné dessus, a priori, c'est qu'on est resté dans une zone qui était relativement confortable. L'idée des projets qu'on propose là, c'est de faire en sorte qu'en travaillant avec l'ensemble des experts et des parties prenantes clés de la boîte sur l'acquisition de connaissances nouvelles, l'exploration systématique de toutes les branches et en faisant ça à l'échelle projet en collectif, on arrive à maintenir le degré d'originalité et le bon niveau de fédération pour qu'on puisse passer à l'action derrière. Deuxième question que vous évoquiez, versus Lean Startup ou Design Thinking. Pour moi, il y a un piège qui est en ce moment pas encore bien vu par beaucoup d'équipes innovation et beaucoup d'entreprises, c'est que toutes les méthodes dites de conception itérative, que ce soit le design thinking, où on va faire des boucles d'itération avec des utilisateurs, une conception centrée sur les utilisateurs et les usages, ou le Lean Startup, qui va nous donner aussi des logiques d'itération pour peu à peu pivoter et converger vers quelque chose qui a du sens. C'est des méthodes qui permettent d'atteindre un optimum local. On va partir d'une idée de départ, on va partir d'un point de départ, et la méthode, elle va nous faire progresser. Elle va nous faire progresser vers la meilleure idée qu'on ait dans ce champ-là ou dans cette zone-là. Alors, quelle zone? Quand on travaille en design thinking ou avec d'autres méthodes de conception centrée utilisateur, la zone de fixation, c'est la zone de nos clients et de nos utilisateurs. A priori, on fait un choix sur qui sont les gens pour qui on va penser nos produits et pour qui on va penser nos solutions. Et en partant de ces populations-là, du coup, on va atteindre les meilleurs projets d'innovation qu'on pouvait avoir. Si ça se trouve, il existe d'autres utilisateurs, d'autres catégories d'usagers, d'autres potentiels clients qui pourraient nous donner des choses plus intéressantes. Et on a à peu près les mêmes phénomènes sur Lean Startup. La phase d'exploration, pour moi, elle doit nous permettre de ne pas dépenser trop d'énergie sur une solution suboptimale et elle doit nous permettre, si on veut par la suite travailler avec des méthodes de conception centrée utilisateur, d'aller directement dans les zones à fort potentiel et d'aller faire de la conception détaillée avec les utilisateurs en boucle itérative, mais dans les playgrounds qui sont les bons, en ayant bien choisi nos groupes d'utilisateurs de départ ou en ayant conscience des différents groupes d'utilisateurs qu'on pourrait aller attraper. J'espère que ça répond à la question d'Emmanuel. Et voilà, du coup, moi j'en ai terminé, j'ai dû déborder de quelques minutes, je suis désolé, j'ai débordé de 3 minutes, j'en ai terminé pour la présentation. En quelques mots, du coup, si on revient sur les offres de Steam, là ce qu'on voit aujourd'hui ensemble, là, les approches qu'on voit, c'est les offres qui servent à mieux concevoir le futur de l'entreprise et commencer à développer et penser des produits et des services innovants. La dernière fois, on avait parlé beaucoup plus de construire et s'aligner sur la stratégie d'innovation. Et les fois suivantes, on va glisser plus sur le lancement et la maturation des idées pour les faire avancer et sur l'organisation des activités d'innovation. Voilà.
je suis à vous. Et si vous avez des questions et des réflexions, je suis à votre écoute pour répondre à tout ce qui pourrait vous intéresser.